Merci beaucoup. Merci, bon après-midi, j'espère, à mes auditeurs, devant lesquels je viens parler de Jeanne de France. Alors pourquoi me suis intéressée à Jeanne de France et ai-je proposé, voire imposé, cette conférence à notre société proche du Giennois. D'abord parce que je l'ai rencontré dans mes études sur le Berry, puisque mon travail de base a été quand même la vie rurale, mais non pas seulement des paysans, mais aussi des aristocrates du Berry à la fin du Moyen-Âge. Mais aussi parce que, dans la mesure où j'ai travaillé à Bourges, mes collègues de Bourges m'avaient sollicité justement pour venir parler des princesses ayant habité Bourges, et en particulier lors de l'anniversaire, le 500e anniversaire de la fondation de l'ordre des Annonciades, c'est-à-dire en 2002. Alors bon, j'avais un dossier, je dois dire, et j'ai repris ce dossier pour le raccourcir, pour vous le présenter, pour faire entrer ce que mes collègues ont dit et faire sortir une partie de ce que j'ai dit et qui aurait été hors du sujet, c'est-à-dire le tableau du Berry au moment de la duchesse Anne. Célébrer Anne de Gien ici, enfin Anne de France, devenue Anne de Beaujeu, et la célébrer à Gien, c'était pour la replacer aux côtés de sa sœur, parce que dans les vies de sa sœur, elle passe comme une petite souris dans un trou, derrière une porte ou derrière un rideau, et c'est un sujet un peu gênant. Comme j'avais travaillé au moment de cette célébration des 500 ans de l'ordre, il m'a semblé que avec les colloques qui avaient eu lieu à ce moment-là et qui n'étaient pas sortis quand nous les avons exposés, bien sûr, on a quand même eu une vision un petit peu différente de Jeanne de France. Mais je dois dire que ces travaux n'ont absolument pas accru notre connaissance sur la relation personnelle entre les deux sœurs. Alors j'espère beaucoup des travaux qui vont avoir lieu, qui ont eu lieu et qui seront publiés sur Anne, pour savoir si on a quand même un peu plus de documentation sur les relations entre les deux sœurs. Alors, sur les sources directes de la vie de Jeanne de France, on a très peu de choses. Le procès en annulation de son mariage avec Louis d'Orléans a été publié, il est aux archives, il est à Arsenal, a été publié par Maulde de la Clavière en 1885. Maulde de la Clavière est un archiviste sous-préfet, enfin une carrière assez brinque-ballante. Mais il a publié ce procès en 1885, mais comme il était d'un milieu élégant et discret, il a fait des coupes sombres dans certains témoignages, d'où le physique et surtout les efforts qu'aurait fait le roi, le futur roi, le duc Louis d'Orléans pour réaliser le mariage étaient évoqués. Et alors là, c'est quand même assez étonnant. Alors, on peut aller lire, et c'est d'ailleurs d'une innocence, enfin, on peut aller lire ce que Maulde de la Clavière a rayé, enfin je veux dire, à caviarder, on ne peut pas dire d'autres mots, hein, il a mis des petites croix de pause suspension et des crochets carrés. C'est pas grand-chose, hein, c'est bon, dans l'idée. Bon. On a quelques actes de son principat à Bourges, quand elle était princesse duchesse de Berry. De quelques actes, mais très peu, quelques actes de ses administrateurs pour ses biens qui sont répartis entre le Berry et l'Orléanais. On a un unique compte de 1499-1500
qui est le moment où elle va aller s'installer définitivement à Bourges pour les 5 dernières années de sa vie. Évidemment, elle ne sait pas que ce sont les 5 dernières années, hein, mais enfin, on a qu'un compte. On a plusieurs copies de son testament, parce que ça, les établissements qui en ont bénéficié et les familles qui en ont bénéficié les ont gardés, et on en a donc plusieurs exemplaires. On a l'ordonnance de ses funérailles qu'elle avait décidée 3 ans avant sa mort. Et puis, on a, alors là, c'est aujourd'hui, oserais-je dire, illisible, une vie écrite par une des annonciades en 1561, qui n'est qu'un long panégyrique presque exaspérant par la disparition de l'être devant la figure. La figure de la princesse sainte, qui n'était pas encore sainte, hein, mais qu'il fallait sanctifier, écrase la femme, qui a quand même passé 40 ans. Hein. Alors, les biographies sont aussi, jusqu'à assez récemment, beaucoup plus panégyriques qu'historiques. Alors, Maulde de la Clavière, Monseigneur Grant, qui était un grand... l'archevêque du Mans, qui était un grand spécialiste des vies de femmes. Une certaine Germaine Maillet, Antoine Roudier, qui est devenu illisible. Jean-François Drèze en 1900. Alors, Antoine Roudier, c'est en 1950. Jean-François Drèze, c'est 1991. Raison d'État et raison de Dieu, politique et mystique chez Jeanne de France, c'est uniquement la mystique. Il y a très peu de politique, mais il y en a un petit peu. Et Gilbert Asséna, paru à Paris, chez Mediaspol en 1999, Faire la joie de Dieu, Sainte Jeanne de France, n'ouvre absolument aucune perspective historique sur le personnage. Alors la modernité est quand même arrivée avec le mémoire de maîtrise d'Adeline Bourillon, Évolution de l'image de Jeanne de France, de Jeanne la boiteuse à Sainte Jeanne de France, un très bon mémoire de maîtrise, qui a été soutenu à Nanterre, sous l'autorité de Colette Beaune, dont vous connaissez sans doute le nom, qui a eu toutes les récompenses possibles, et qui est vraiment très intéressant, mais qui commence avec la mort, finalement, l'image. Donc, après la vie de Jeanne de France. Alors, les travaux de 2002 ont permis, qui était l'anniversaire de la fondation de l'Ordre de l'Annonciade, ont permis 2 colloques, un à Paris, organisé par les Annonciades, et un à Bourges, organisé par la Société archéologique et historique de Berry, et qui ont toutes les deux été publiées, Paris en 2004, les deux en 2004. Et puis il y a eu 2 expositions, une à Noirlac en juin-septembre 2002, et une autre suivant celle de Noirlac, mais pas avec les mêmes objets, septembre-novembre 2002 à la bibliothèque de Bourges, qui donne, si vous voulez, à peu près tout ce qu'on peut avoir comme documentation physique, sous vitrine, de ce qui subsiste de Jeanne de France. Bon, pour l'histoire générale, il y a les biographies des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII, qui généralement éludent le sujet en 5 lignes dans les chapitres chronologiques correspondant aux étapes des rois. Et pour Jeanne, voilà, et puis ça tient un demi-paragraphe. Alors, c'est une histoire plutôt triste que celle de cette princesse, même si on peut penser que la fille de Louis XI, invoquée comme sainte femme dès son décès, qui a été béatifiée, alors béatifiée mais pas avec un procès de béatification comme on les fera plus tard, en 1742, mais qui a été canonisée le 28 mai 1950 avec un dossier. Mais le dossier ne reprend que tout ce qui a été fait avant 1950. Et on reste donc dans un climat de dolorisme, souvent un peu pénible.
Voilà, ces ouvrages, ces textes de canonisation se terminent toujours par « Elle est entrée depuis 1505 dans la joie de la contemplation de Dieu ». Bon, ben, certes, mais c'est de l'histoire contemporaine, si j'ose dire. C'est l'histoire de la sensibilité religieuse du 1er XXe siècle. Mais bon. Or, il est quand même intéressant de constater que, à la différence, il faut bien le dire, des rois de France, même des princes de France, qui sont largement sortis de nos horizons politiques depuis 1848. On s'y intéresse, on va visiter les châteaux, Dreux, on sait qu'on a un prince d'Orléans, etc. Il y a des photos dans certains magazines de tous les mariages des princes au 25e degré, 50e degré. Il y a encore, par le monde, des religieuses de l'ordre de l'Annonciade qu'elle a fondée. Vous aurez une carte à la fin. Il y en avait déjà une douzaine au milieu du XVIe siècle, et il y en a une vingtaine aujourd'hui. Alors, nous allons parcourir sa vie et un petit peu de sa postérité en évoquant, et voilà mon plan, n'est-ce pas? Alors, les PowerPoint, c'est toujours un peu fantaisiste. Les points n'ont pas voulu suivre. Les chagrins d'une princesse, son enfance, son mariage, sa vie conjugale, l'annulation du mariage, qui est vraiment... on reconnaît que cette annulation, c'est un vrai choc. La duchesse de Berry est la fondatrice d'Ordre. Alors, bien sûr, il ne faut pas rejeter dans le passé nos sensibilités d'aujourd'hui, même si nos connaissances de la psychologie, de l'inconscient permettent de mieux comprendre les réactions des protagonistes. Mais il faut toujours avoir en mémoire, si j'ose dire, les obligations de la raison d'État. Et la raison d'État, elle existe encore de nos jours. De la raison d'État, et que pour un bien supposé, une guerre nécessaire ou une paix souhaitée, des ambitions collectives ou personnelles ont broyé des individualités. Alors que les dirigeants supérieurs ont fait très rarement étalage des tourments intimes de leur âme, de leurs âmes. Nous avons eu plein les journaux du décès de la reine d'Angleterre. Vous avez un excellent exemple de ce qui pouvait être dit et vu dans la société aristocratique et dont rien ne filtrait à l'extérieur. Mais maintenant, ça filtre dans les journaux, dans les photographies, et rien de nouveau sous le soleil, à dire vrai. Alors, Jeanne de France est née le 23 avril 1464 à Nogent-le-Roi. Nogent-le-Roi, c'est une seigneurie de Jacques de Brézé, c'est dans la vallée de la Loire, dans le Val-de-Loire. De Jacques de Brézé, l'époux de Charlotte, la fille naturelle de Charles VII et d'Agnès Sorel. Louis XI, donc qui a été roi de 1423, qui est né en 1423, a été roi en 1461 et est mort en 1483, et sa femme, Charlotte de Savoie, qui est née vers 1441-42, on n'a pas sa date de naissance précise, en réalité, et qui est morte, qui a été mariée en 1451 et 1483. Donc Louis XI et Charlotte de Savoie ont eu 8 enfants, dont 3 seulement survécurent. Alors, on était toujours un peu effrayés du nombre de décès dans ces temps difficiles et où il y a la peste. Il faut quand même dire qu'il y a la peste, la variole, la coqueluche. Il y a toute une série de maladies qui se sont répandues au cours de la fin du XIVe et au XVe siècle. Y compris la petite vérole, la grande vérole, si j'ose dire, à l'époque aussi.
Ils ont eu 8 enfants, dont 3 ont survécu. Votre Anne de France, 1461-1522, Jeanne, 23 avril 1464-1502, et Charles, devenu ensuite Charles VIII, 1470-1498. Devant ces hécatombes, le roi Louis XI cherchait à écarter de ses enfants, enfin écarter du danger pour son fils, le petit Charles, d'une concurrence de la maison d'Orléans. Bon, ils sont proches évidemment, mais là il y a un fils. Donc, Louis XI a imaginé de marier sa fille Jeanne à Louis d'Orléans. Alors la question qui n'est pas résolue et qu'on ne résoudra jamais parce qu'on n'est pas dans la tête de Louis XI, c'est de savoir pourquoi, alors qu'elle n'était âgée que de quelques semaines, donc un bébé comme ça, elle a été imposée à Charles d'Orléans et à Marie de Clèves pour devenir l'épouse de leur jeune fils de 2 ans. Il était né le 27 juin 1462. Il était alors le plus proche héritier du trône. Charles VIII n'était pas né. Et il avait eu le roi pour parrain. Le 14 mai 1464, il y eut ce qu'on appelait les verbas des futuro, c'est-à-dire la promesse de mariage. La fillette a 24 jours. On ne savait probablement rien de son rachitisme. Un bébé, un enfant si petit, d'une laideur éventuelle peut-être, elle avait peut-être une épaule un peu plus haute que l'autre, elle avait peut-être un pied, mais vous savez, les enfants petits, les pieds, c'est difficile de les... Bon, de sa boiterie éventuelle. C'est un bébé comme tant d'autres, confié à une nourrice. C'est une princesse fiancée qui a envie de vivre, parce qu'elle va survivre, et elle a les moyens. On peut rêver. La fillette eût-elle été jolie, voire simplement banale, comme d'autres. Et on en reparlera des princesses avec défauts et banales. Louis d'Orléans serait devenu roi, avec la mort de Charles Orlan, mais que serait-il advenu de la Bretagne, dont la princesse était fiancée à M. Michaud Habsbourg, et qui avait un pied beau. Bon. Alors, la princesse Jeanne de France, Jeanne, se révéla résistante, mais effectivement assez fortement handicapée physiquement. Elle a d'abord grandi au Montil-les-Amboises, c'est-à-dire un château tout proche d'Amboise, de l'autre côté du fleuve. Et c'est au cours de ses premières années, auprès de sa mère, Charlotte de Savoie, que son père venait voir de temps en temps pour lui faire un enfant et puis aller ailleurs. Au cours des premières années, on a pu voir peu à peu que l'enfant ne se développait peut-être pas très normalement. Elle était maigrichonne, de petite taille, de très petite taille, l'épaule droite un peu haute, un peu déjetée. Elle avait un visage aussi ingrat que celui de son père et de son grand-père, un grand nez, vous savez que tout ce qu'on a pu raconter sur le portrait de Charles VII par Fouquet, qui est un peu démenti par la statue du tombeau de Charles VII, mais bon, les statues de tombeau, c'est aussi parfois des trucages. Et Louis XI n'avait pas non plus un physique extraordinairement attirant. Charlotte, sa mère, ne passait pas non plus
pour une beauté. Alors, déparait-elle la cour d'Amboise? Peut-être. Mais Louis XI y résidait peu et en fait, la fillette a été le plus souvent aux alentours d'Amboise, c'est-à-dire à quelques, je dirais parfois quelques centaines de mètres. Au château de Montilz, c'est tout à fait à 2 kilomètres du château, de l'autre château. Et on sait que donc Louis XI réside peu à Amboise. Et en 1469, à l'occasion d'un déplacement du couple royal vers le Dauphiné, dont était issu, dont Louis était roi, avec la jeune Anne de Beaujeu, on a confié Jeanne à un couple proche, mais pas proche physiquement. On l'a confié à un couple dont la résidence était linéaire, c'est-à-dire à peu près ici, et linéaire en Berry, actuellement dans l'Indre, à François de Beaujeu, un Bourbon. Vous voyez, on est dans la famille la famille d'Anne, de la sœur aînée, qui était mariée à l'époque, à Anne de Culan, les Culan étaient une très importante famille du sud du Berry, qui a joué un rôle politique assez intéressant pour les rois Charles VII et Louis XI, parfois un peu dans l'opposition. Ce couple était sérieux, pieux, avait des problèmes aussi pour avoir des enfants, mais bon, moderne pour l'époque, dont le château était alors une immense forteresse, ceinte d'un double fossé, dotée d'une formidable tour, d'où on avait peu de risque de venir enlever la petite princesse, parce qu'il faut aussi la protéger. À cette époque-là, on a quand même des gros mouvements militaires dans le royaume. Et elle avait un corps de logis très confortable pour l'époque, d'après alors la comptabilité qu'on a, de somptueuses tapisseries, qui ne sont pas du tout des cadeaux royaux, c'est un très bel endroit. Ce n'était pas une demeure horrible, comme l'évoquent certains auteurs. Le lieu était protecteur, les seigneurs avaient des moyens, et ils bénéficiaient en plus d'une pension de 1200 livres tournois actuels. Il ne faut pas faire du misérabilisme comme l'ont fait les premiers panégyristes. L'enfant confié à ce couple a ressenti sans doute une sensation d'abandon, mais comme elle ne voyait jamais son père et relativement peu sa mère, elle a été occupée par ce couple d'éducateurs à tout ce qui faisait l'éducation princière. Elle savait lire, écrire, dessiner, elle savait le latin au moins pour les prières du missel, et nous n'avons conservé d'elle qu'un missel royal, un exemplaire royal qui est Arsenal manuscrit 644, mais qui ne comporte pas, c'est pour ça que vous n'avez pas d'image, qui ne comporte pas d'image d'elle. Donc, bon, c'est un très beau missel, mais comme beaucoup de missels de la seconde moitié du XVe siècle. Elle avait des conversations sans doute quotidiennes sur les événements d'alentour, et aussi des rapports avec la famille de La Trémouille, grand soldat, et Marguerite d'Amboise, donc des familles dont on voit que les noms sont toujours dans l'entourage royal, qui étaient châtelains de Beaumier, à 7 km, à 5 milles de Linières, donc à cheval, en litière, aucun problème. Elle a eu toutes les maladies de l'enfance, dont la variole, dont elle se sortit. Elle était, comme toutes les filles éduquées, pieuse, et pas seulement des
du Moyen-Âge. Et pas seulement à l'époque de ce qu'on a appelé la Devotio Moderna, dont elle est quand même un excellent exemple, on y reviendra. Elle avait un confesseur franciscain, Pierre de La Fontaine, et la chronique de 1564 raconte, mais faut-il croire les chroniques? C'est le grand problème. Elle aurait eu dans la chapelle de Lignières, qui est devenue l'église actuelle de Lignières, mais très modifiée, une vision révélatrice de la Vierge, qui lui aurait dit « Avant ta mort, tu fonderas une religion en l'honneur de moi, et en ce faisant, me fera un grand plaisir et service. » Alors, faut-il croire les révélations? Elle les aurait faites plus tard à son confesseur de Bourges, et ça n'a été publié, évidemment, qu'après la mort de la fondation, à la mort de la fondatrice des Annonciades. Bon. Alors, élevée, mais vraiment comme une grande noble. Hein? Bon, sans doute, elle ne savait pas sauter les haies à cheval. Bon, enfin bon, ça avait coûté la vie à des princesses. Et donc, attention. Mais elle a eu une enfance choyée. Le mariage avec Louis d'Orléans a quand même eu lieu. Les circonstances et les motivations sont connues, malheureusement, par le procès d'annulation de 1498. Davantage que par des textes complètement contemporains et par les historiens, qui sont généralement d'origine nordique du royaume de France et généralement hostiles à Louis XI. Une lettre de septembre 1473 a été présentée 12 ans après la mort du récipiendaire et de l'envoyeur par Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, et qui comportait cette phrase que vous trouvez dans tous les livres. Une lettre que lui avait envoyée le roi Louis XI. Les deux sont morts. Je me suis délibéré de faire le mariage de ma petite-fille Jeanne et du petit-duc d'Orléans pour ce qu'il me semble que les enfants qu'ils auront ensemble ne leur coûteront guère à nourrir. Et bon, on sait que la correspondance de Louis XI a été publiée et c'est très très abondant et c'est parfois effectivement d'une cruauté réaliste, mais enfin tous les témoignages du procès en annulation, on le verra, peuvent être discutés. Bon, et puis en fait, le roi avait sollicité du pape Sixte IV une dispense en raison de la proche parenté des fiancés, bien sûr, et de sa propre parenté spirituelle. Il était parrain du jeune Louis. Et c'est un cas de nullité de mariage, à l'époque. Enfin, ce serait peut-être, je ne sais pas, un cas de nullité de mariage. Donc il y a une dispense. Un premier contrat a été passé à Châteauneuf-sur-Loire en octobre 1473. Ben oui, on est chez le prince, on est chez Louis, chez lui. Un second, en 1476. Le mariage fut lugubre. Le 8 septembre 1476. On raconta que Louis pleurait sans cesse et qu'il répétait « Il m'est fait violence et il n'y a remède ». Il se déroula dans la chapelle, alors le mariage, pas le contrat. Le mariage se déroula dans la chapelle de Montrichard, le château de Montrichard, en présence de la reine Charlotte de Savoie, du chancelier de France, le 8 septembre 1476, pas en présence du roi. L'évêque d'Orléans, François de Briac, présida les échanges et ce mariage dura 22 ans. Vie conjugale. Voilà le portrait de la reine. Des profils pires. On la connaît surtout par les dépositions du procès en annulation et les dés sont donc pipés. De fait, les époux ne se rencontrèrent, ils se rencontraient peut-être une fois tous les 2-3 ans.
en des circonstances toujours tendues. Parfois à Lignières, au passage, parfois à Bourges, comme en 1483, quand son mari, qui était, nous le verrons, on en reparlera, prisonnier, a eu la variole, lui aussi, la petite vérole, et elle est venue le soigner. Le mari n'en demandait pas tant, alors lui, il a prétendu qu'il tournait toujours le nez contre le mur quand elle entrait dans la pièce. Ils se sont rencontrés à Amboise pour quelques obsèques et surtout pour la réunion de famille lors du décès de Louis XI en avril 1483. Louis d'Orléans déclara avoir gardé un très mauvais souvenir de l'arrivée de sa femme sans son su, sans qu'on l'ait prévenu. Jeanne se vit, au moment du décès de son père, confirmer une maison, au sens de son entourage, d'officiers, de femmes, de servantes, enfin, etc., assez restreinte, mais princière quand même, et toujours 10 000 livres de pension, qui n'était pas autre chose que la même que celle de sa sœur Anne. Les deux pensions étaient égales. Et jusqu'à la mort de Charlotte de Savoie, survenue quelques mois plus tard, Jeanne résida à Amboise et Montrichard. La reine réside à Amboise et Montrichard. Et sa mère lui donna en testament de quoi monter un ménage, 200 marcs, ce qui est beaucoup, de vaisselle d'argent. En 1484, donc le roi Louis VIII règne. En 1484, Jeanne de Culan décéda. François de Beaujeu se remaria 3 ans plus tard avec Françoise de Maillet. Alors, c'est une famille de la Touraine occidentale, famille connue pour sa piété et qui avait été le berceau de Jeanne-Marie de Maillet, 1331-1414, qui, après son veuvage, a été réputée pour son engagement dans le tiers-ordre franciscain. Ce premier mariage a duré jusqu'à la mort de François de Beaujeu en 1493. Donc, la reine est... La princesse, pardon, est pareil encore. La princesse est princesse. À partir de 1486, s'enclenche ce qu'on a appelé la guerre folle, qui était liée à la succession de Bretagne, qu'une maladie du duc de Bretagne rendait inquiétante parce qu'il n'a pas de fils, mais une fille, Anne, et à un complot du duc d'Angoulême et du duc de Châteaudun, enfin du fils de Dunois, pour soulever la Guyenne en faveur du duc d'Orléans, pour écarter l'entourage trop proche du roi et lui donner un autre entourage, c'est-à-dire l'entourage de Louis qui a envie de régner, en espérant que son cousin va disparaître. Les révoltes se soldèrent par une défaite sanglante, infligée le 28 juillet 1488 à tous les conjurés, aux conjurés à Saint-Aubin-du-Cormier, non loin de Fougères. Outre de nombreux morts, on a dit qu'il y a eu 6000 morts, ce qui est quand même beaucoup, des centaines de prisonniers, Louis d'Orléans a été saisi, pris et enfermé d'abord à Mehun-sur-Yèvre, puis dans la grosse tour de Bourges. Son épouse accomplit avec fermeté son devoir de femme de prisonnière, aidée par Françoise de Maillet, l'épouse de François de Beaujeu. Visite fréquente à un mari toujours maussade, qui n'en demandait pas tant. Lettre sur lettre à son frère Charles VIII, à sa sœur Anne, surveillance du domaine de son époux, toujours aidée par Françoise de Maillet, qui se remarie
bientôt avec un seigneur dont on reparlera, peu fortuné, mais fort intéressant, enfin fort intelligent et comment dire élégant. Enfin élégant au sens moral du terme. Il n'a jamais cherché à profiter d'elle, alors qu'il va profiter plutôt de sa femme. Elle prie, se rend aux offices, mais aussi elle lit. Françoise Autran, dont vous connaissez peut-être le nom et qui est une grande spécialiste de l'histoire aristocratique, mais aussi culturelle de la fin du Moyen-Âge, pense qu'elle a lu un certain nombre d'ouvrages de Christine de Pisan, qui l'ont aidée à se forger une attitude personnelle, princière, mais aussi religieuse, à la lecture des vies des femmes illustres de Christine de Pisan et autres, et surtout à apprendre à se tenir en princesse. Elle peint, elle brode, elle écrit. Elle insiste auprès de son frère et de sa sœur pour la libération de son mari. Incessamment, je pense à la délivrance de Monseigneur, mon mari. Elle écrit aussi à son royal frère. Et il faut quand même ne pas croire que ce sont ces injonctions, ces demandes qui ont abouti à la libération discrètement organisée par le roi lui-même du prince d'Orléans le 27 juin 1491. Il a réussi à s'échapper de la grosse tour de Bourges. C'est un complot de son cousin roi. C'est absolument évident. Ça, historiquement, c'est le duc d'Orléans, aidé sans doute pas, peut-être pas par Jeanne, mais sûrement par d'autres princes, a été libéré de la grosse tour de Bourges. Les efforts de la duchesse n'ont pas abouti à lui trouver auprès de son mari plus d'affection et de ménagement. Néanmoins, il lui aurait offert une belle entrée solennelle dans la ville d'Orléans en 1491 ou 1492, dont malheureusement il n'y a pas de traces, étant donné que les livres de contes de cette époque de la ville d'Orléans ont brûlé en 1940. On n'a pas cela. Mais enfin, il y a eu une grande entrée solennelle à Orléans pour elle, avec des draps d'or et l'accompagnement des notables de la ville. Pourquoi Charles VIII a-t-il fait libérer discrètement? Parce que c'était un complot qui a surpris tout le monde. C'était un complot entre princes. C'est parce qu'ils ont tous les deux des visions sur l'Italie. Le roi de France a des visées sur l'héritage des Anjou à Naples et le duc d'Orléans a des visées sur le Milanais des Visconti. Donc nous avons le début des expéditions italiennes. Au retour de la victoire, alors je passe, sur la victoire de Victor de Fornoux du 6 juillet 1495, la proximité des deux cousins et de leur cour semble sceller des lendemains plus heureux pour la princesse Jeanne. Et elle y a sans doute cru. Il faut penser à tous ces chocs quand même pour son choix religieux. Bon, en décembre 1495, le petit Charles Orlan, fils de Charles VIII, meurt. Louis devient l'héritier du roi, l'héritier de la couronne. On repense au voyage d'Italie, où ça se passe très mal. Mais vous savez que l'accident qui coûta à Charles VIII, rentrant d'Italie une nouvelle fois,
qui rentrait d'Italie, le 7 avril 1498, contre un linteau de porte à Amboise, qui lui aurait causé un traumatisme crânien et un hématome crânien qui lui a coûté la vie, bouleverse totalement l'existence de Jeanne de France. Elle bouleverse évidemment l'existence du duc d'Orléans devenant le roi Louis XII. Bon. Mais Jeanne, mieux que sa sœur, elle deviendra reine. Oui. Annulation du mariage. Le roi, le nouveau roi, se fait sacrer, mais en l'absence de sa femme. Le 27 mai 1498, à Reims. Puis il revient à Saint-Denis pour qu'on lui pose la couronne qui était de Saint-Denis, qui n'était pas partie à Reims. Elle n'a donc pas assisté au sacre. 27 mai. Au mois de juillet, Louis XII demande à la papauté l'annulation de son mariage. Il fallait faire un procès en bonne et due forme. Ce fut sans doute l'épisode le plus terrible pour elle. Une très grande violence morale, un mélange de vérités horribles, de vérités cruelles, et aussi de mensonges assumés par ceux qui avaient été les fidèles de son père et avaient tourné Casaque déjà pour Charles VIII et complètement pour Louis XII. Son père fut présenté comme un marieur sans scrupules. Il y a un très bel article de Philippe Contamine sur la question. Mesuré, mais dur quand même. Dont les fidèles vassaux et officiers d'autrefois ont fait des volte-face magnifiques, ont produit des témoignages douteux ou biaisés. Jeanne ne cesse de garder la tête haute. Une dignité admirable, mais ça devait être vraiment horrible. Il fallait avoir une reine qui donna un fils à la nouvelle branche royale, qui ne permit pas le retrait de la Bretagne du domaine royal. Parce c'était déjà du royaume, mais elle n'était pas du domaine royal. On sait que Louis obtint du pape Alexandre VI Borgia un bref autorisant l'examen des motifs de nullité du mariage. Il l'a obtenu le 29 juillet 1498. La poste fonctionne vite. Hein. Louis XI avait créé la poste royale. En échange des comtés de Valentinois et de Diois au profit du propre fils du pape, César Borgia, qui portait le bref pour l'annulation, qu'il a apporté. Le procès d'annulation, sous l'autorité de Georges d'Amboise, évêque d'Albi, un grand homme, mais bon, il faut aussi se compromettre parfois avec les rois, et du nonce Fernand d'Almeida, est connu par donc l'édition de René de Maulde. Il commença le 10 août 1498. Les témoignages portèrent sur la laideur de la princesse, cause première de la répulsion du jeune duc d'Orléans. Ensuite, sur la non-consommation réelle du mariage en raison des difformités réelles de la princesse. Une bosse à l'épaule, les hanches dissymétriques qui rendaient le bassin de tordu et donc tous les organes impossibles à pénétrer sexuellement. La rendant incapable donc de satisfaire son époux, mais aussi de procréer. Enfin, dernier point, sur la manie du roi Louis de vouloir unir les gens contre leur gré. Et on a eu un défilé, enfin, il y a quand même 27 témoignages pour l'annulation du mariage, hein, démontrant que c'était impossible, qu'elle était mal faite, qu'il n'y avait pas eu de pénétration, que c'était épouvantable, qu'elle était pied-botte, jamais rien sur sa fidélité à elle, jamais rien sur son caractère, jamais rien sur sa bonté, jamais rien sur sa foi. Non, c'est son corps qui est tout le temps en jeu et
à cause de son corps et de la manie de son père de vouloir marier des gens qui n'avaient pas envie d'être mariés ensemble. On passa de fait assez vite sur certains caractères de la princesse, enfin de l'ex-reine, la boiterie. Parce que la reine veuve, Anne de Bretagne, était boiteuse. Donc. Mais enfin, les autres textes, quand on va à l'original, on s'amuse aujourd'hui de voir que Maulde de la Clairière de la Clavière a supprimé des passages, mais il y a des choses vraiment extrêmement crues alors que la princesse a refusé d'être visitée par un médecin. Et c'est ce qui a fait ce refus. Et aussi, je dois dire, le faible nombre de témoignages qu'elle a demandé en sa faveur, qui sont ses proches, il y en a 5, c'est pas beaucoup, mais ce sont ceux qui l'ont accompagnée, qui ont été avec elle tout le temps, font que elle a fini par accepter. Alors, on sait aussi, c'est ce qu'ont dit les témoins, que si la princesse ne pouvait pas le satisfaire, lui n'était pas du tout impuissant. Il avait des maîtresses, leur avait donné des enfants, dont le futur archevêque de Bourges, Michel de Bussy, qui est l'archevêque quand Jeanne de France va fonder les Annonciades. C'est le fils de son mari qui va consacrer l'Église. C'est une société difficile, hein, société difficile. Bien. Donc, le roi est capable, Jeanne l'inhibait. Elle avait beau refuser que son époux ait fait une simulation d'union nuptiale, les témoins récusaient ce qu'elle disait, et je m'arrête par là. Ils couchaient dans le même lit, mais ils ne s'approchaient pas. Ils, pas il, hein, ils. Apropinquabant. Alors je vous rappelle que coucher dans le lit, même à 2, même à 3, même à 4, au Moyen-Âge, c'est courant. Hein, dans les auberges et dans les hôpitaux, et même dans les palais, où on a toujours une servante ou quelqu'un au pied du lit, voire plus près du lit. Donc c'est le procès du roi marieur qui a été le plus, j'oserais dire, virulent, non pas violent dans le vocabulaire, mais virulent de la part des témoins. Louis d'Orléans était une victime parmi d'autres. Pourquoi ? Uniquement parce que son mariage l'éloignait du trône. Voilà, il n'aurait pas d'enfant. Jeanne a été interrogée le 13 septembre. Elle avait présenté donc 5 témoins. Elle a protesté de tout, affirma donc sa vie normale, refuse la visite dégradante. Et la peste sévissant à Amboise, on déménage 2 fois le tribunal. Et le 5 décembre, le roi lui-même fut interrogé. Il a nié absolument tout ce qu'avait dit sa femme. Témoin ultime. Y compris, et ça c'est quand même gros, les soins et les aides qu'elle lui avait apportés lorsqu'il était prisonnier, lorsqu'il était malade, lorsqu'il était en voyage. Voilà. Et il réaffirma qu'il n'avait jamais eu de relation physique avec elle, sinon d'avoir essayé, mais d'avoir pas pu, c'était impossible, elle n'était pas faite pour ça. Le 17 décembre est prononcée l'annulation d'un mariage forcé, jamais consommé, que nous avons par une copie aux Archives nationales. Elle recevait le 26 décembre 1498, en usufruit, le duché de Berry, un douaire de 30 000 livres tournois de rente, 10 000 pour 30, suivi après 30 000, c'est pas mal. En usufruit, les seigneurs de Châtillon-sur-Indre et de Châteauneuf-sur-Loire. Le roi
conservait des seigneuries, des prérogatives inaliénables, la protection des églises, le droit de fortification, les foires et marchés, les greniers à sel, sauf 3 pour Jeanne, les privilèges de franchise, ceux de l'université de Bourges, la grosse tour de Bourges, celle de Châtillon-sur-Indre aussi, où d'ailleurs il fera passer pendant le duché de sa femme, à Bourges en particulier, quelques prisonniers de marque. La châtellenie d'Issoudun allait à César Borgia, auquel on faisait épouser une Française. Le roi gardait Meun-sur-Yèvre, Château-Royal, et Concreceau, au nord du Berry, qui était le château des Stuarts, de la famille Stuart. Le mardi 8 janvier 1499, 26 décembre 1998, annulation, 8 janvier 1499, Anne de Bretagne devient reine de France pour la 2e fois. Ils n'eurent, je vous le rappelle, que 2 filles. La duchesse de Berry est la fondatrice d'ordre, c'est ma seconde partie. Jeanne de France arrivait dans une ville qui se remettait à peine d'un très grand choc quand elle est devenue duchesse de Berry. Bourges avait subi en 1487 un immense incendie qui avait ravagé presque la moitié de la ville, jusque dans des faubourgs hors les murs, au pied des remparts. Une bonne partie des maisons des simples gens, certes, avaient été réédifiées parce que c'était du bois et du torchis, mais les grandes familles urbaines en avaient profité pour récupérer à bas coût des terrains et commençaient tout juste à édifier les hôtels de pierre qui font encore la beauté de la ville, des quartiers anciens de la ville. Les communautés religieuses devaient avant tout s'occuper de leur patrimoine. L'absence de sources ou leur discrétion fait qu'on ne voit pas réellement agir la reine dans la ville. On ne voit agir que les grands marchands, les juristes de l'université ou en fonction civile, les édiles de la ville et leurs relations avec le roi, par l'intermédiaire du gouverneur. On a très peu de choses sur le rôle de la duchesse. Jeanne commença par se rendre quelques mois de son mariage, de sa séparation, à Châtillon, où elle a fait consacrer la chapelle du château, dont ne restent que les murs, et elle aurait payé à Châtillon, le 5 janvier 1500, son écho à la fête des fous, de mois de décembre. Elle s'est rendue à Châteauneuf-sur-Loire en février 1500 et elle aurait donc contribué à la construction de l'Hôtel-Dieu, dont sa façade, son profil est toujours sur la façade actuellement de la trésorerie. La duchesse, arrivée à Bourges donc en mars 1500, doit faire bonne figure aux seigneurs berrichons, serviteurs royaux. Le gouverneur de Berry, Gilbert Bertrand, ou celui de Vatan, le seigneur de Vatan, Pierre Dupuis, qui ont fait à son égard des témoignages atroces lors du procès. Alors, elle trouve une ville qui fonctionne honnêtement bien sans elle. Elle se consacre donc peut-être davantage à des pensées religieuses. C'est à peu près, semble-t-il quand même, et puis elle avait peut-être aussi eu un tel choc qu'il est devenu aussi physique. Elle devait sans doute être fatiguée et il semble qu'elle ait eu assez tôt des palpitations cardiaques. Elle devient donc la fondatrice d'un ordre religieux. Alors, j'essaye d'échapper à la littérature au débordement des vies de saints et saintes et au vocabulaire mystique. L'entourage familier qu'elle avait trouvé à Lignières et les courants religieux qui se sont développés alors l'ont entraînée vers une mystique mariale qui est en réalité en pleine croissance et qui va mener, vous le savez, au développement inverse de la réforme, dont nous verrons qu'elle va subir le contre-coup. Ce n'est pas elle qui, arrivant à Bourges, participe à la
structuration des monastères touchés par la ruine de l'incendie. Contrairement à ce qu'ont écrit ces thuriféraires du XIXe siècle. On sait que les dames de Culan ont remis elles-mêmes en ordre le grand monastère de Saint-Laurent qui avait brûlé au nord de la ville avec les biens des Culans. Et on les voit à Poigne parcourir tous leurs biens à cheval pour aller vérifier ce qui se passe et s'écharper avec leurs paysans. Bon. Donc, on a d'autres exemples. C'est pas elle non plus qui a subi l'influence qui est passée d'Italie, de Padoue, à Chesalbenoît, la grande abbaye bénédictine du Berry, pour aller vers Paris et qui a été l'origine de la création des nouveaux bénédictins. Hein? On ne la voit pas du tout dans ce cheminement. Son cheminement reste féminin. Elle n'a pas suivi sa mère et sa sœur pour les soins à donner aux Clarisses, les Clarisses de l'Annonciation, où on a, grâce au ciel, de magnifiques vitraux pour Anne de Beaujeu et le triptyque de Moulins. La dévotion de Jeanne a pris sa source dans une imitation de la Vierge, dont, à travers 6 vertus, dont la mère du Christ lui aurait montré la voie. Alors, sur la chapelle des Annonciades, qui est la chapelle qu'elle a fondée, il y a encore les initiales, ici, de ces vertus. Et on aurait, je vous dis bien, hein, un petit feuillet à elle attribué qui porte les 10 vertus. Alors, dans ce que vous pouvez voir, mais je ne les ai pas relevés dans cet ordre-là, chasteté, pureté, prudence, humilité, foi, piété, résignation, pauvreté d'aspect, patience, persévérance, résignation. On a quand même là sur les 10 vertus, 5 qui sont quand même attribuables à une vie vécue, si j'ose dire. Résignation, pauvreté d'aspect, patience, persévérance, résignation. Un rôle aussi particulier fut joué par le confesseur principal de la duchesse, pas celui qu'elle avait tué à Lignières et qu'elle récupérera pendant que celui qu'elle avait à Bourges sera envoyé, entre autres, à Rome, par son confesseur de Bourges, Gilbert Nicolas, né vers 1460, plus connu dans la seconde moitié, après 1517, sous le nom de Gabriel Nicolas. Elle ne l'a connu que sous le nom de Gilbert Nicolas. C'était un frère mineur de l'observance franciscaine qu'elle avait rencontré sans doute à Amboise en 1480, où il avait enseigné pendant plus de 20 ans. Il l'a soutenu au cours du procès en annulation. La duchesse, à peu près installée à Bourges, dans le palais hérité de Jean de Berry, qui n'était pas d'un confort extraordinaire, mais enfin, bon, se propose de fonder une maison pour un petit groupe de femmes. Et elle lui aurait exposé son projet sous la forme d'un nouvel ordre monastique. Le franciscain est très résistant. On a commencé par faire venir de Tours une dizaine de jeunes filles qui s'étaient consacrées à l'ordre franciscain, franciscanisme, qu'on installe dans une petite maison de ville. Et Gilbert Nicolas essaye de montrer à la princesse comment ces filles pourraient vivre là comme à Amboise, comme dans d'autres lieux. Mais la princesse résiste. Et elle, avec un Gilbert Nicolas très
très réticent. Elle impose en quelque sorte une règle des annonciades très particulière, enfin très rude, donc dédiée aux divertus en 1502. Et demande à Gilbert Nicolas de la faire porter au pape. La règle n'a été en réalité acceptée qu'en 1517. Il a fallu des allers et retours et de nombreuses corrections. Ça a été très difficile. Mais elle était quand même duchesse, fille de roi, sœur de roi. Et elle a réussi à installer le couvent à proximité du palais ducal où un monastère, le monastère de Montiermoyen de Bourges, avait un lot de maisons. Alors là aussi, il faut éviter de croire ce qu'on lit, je pense, parce qu'on n'en a pas de preuve ailleurs. Dans la ville de Bourges, il y a quand même, on sait des choses. On a raconté plus tard que c'était un lieu où il y avait des maisons closes et des filles de petite vertu. Le mur était mitoyen du palais royal. Bon. Donc on aurait vidé ces jeunes filles, ces jeunes dames, pour faire un nouvel établissement. Bon. Elle fut rachetée le 27 août 1502. Le 20 octobre 1502, les jeunes filles recevaient l'habit. Mais parce que l'image est extraordinaire. C'est Jeanne de France, vue par le début du XVIIe siècle. Vous voyez une grande femme mince, mais et déliée, qu'on puisse dire. Mais l'habit était composé d'une robe blanche, d'un grand scapulaire rouge, sur lequel s'ouvrait un ruban bleu, avec une médaille, et un grand manteau noir. Donc une robe cendrée, grise. Il y avait une corde à 10 nœuds, les 10 vœux, le scapulaire d'écarlate, un manteau noir ou blanc selon les postulantes ou les sœurs. Une supérieure, en novembre 1503, vint d'Amboise, d'un ordre de franciscains, Catherine Gauvinel, et elle fut appelée Ancilla, Ancelle. Son installation fut difficile parce qu'on n'avait pas demandé son avis pour la cérémonie d'intronisation de cette religieuse comme supérieure. On n'avait pas demandé l'avis de la duchesse. Elle a fait une véritable scène à Gilbert Nicolas, dont on a une trace dans un texte. Voilà, donc on a une petite maison, une chapelle élevée qui s'élève assez vite. Il semble que la duchesse avait pris l'habitude de venir au Vêpres et à la Pentecôte de 1504, et peut-être parfois aussi au Mea Culpa, préliminaire aux cérémonies, enfin aux prières de la nuit. Elle fait profession en 1504. Le chantier des bâtiments avait été confié à un architecte appelé Bien-Aimé Georges. Il a été évidemment marqué par des incidents matériels miraculeusement bénins, les tuiles qui tombent et s'éclatent avant d'être frappées à mort un ouvrier, un trou qui s'ouvre dans une cave, etc., etc. Et l'installation s'est faite le 21 novembre 1504. Il y a 12 religieuses. L'honneur des 10 vertus, donc, de la Vierge et des mêmes 10 vertus. Et à la demande du chanoine François Rogier,
chanoine de la cathédrale de Bourges, qui était docteur en théologie et actif à l'université de Bourges, fondée par Charles de Berry, le frère de Louis XI, la duchesse a en même temps financé l'achat d'une maison voisine de là où se tenaient les cours de l'université, rue de Paradis, non loin de la cathédrale, d'un collège baptisé Sainte-Marie. Par testament, elle finança aussi 10 bourses pour des étudiants pauvres, en leur fixant des conditions de vêtements, de mode de vie et de pratique, menant à une véritable entrée en religion. Alors, ce monastère, enfin cette école du Sainte-Marie de Bourges a subsisté jusqu'à ce que les jésuites arrivent et en fassent en fait le collège jésuite en 1573, en modifiant complètement évidemment les bâtiments. Ces deux fondations, les Annonciades et le collège, n'ont pas séparé complètement la duchesse de son milieu aristocratique. On est assez peu renseigné sur les relations qu'elle a eues avec Charlotte d'Albret, duchesse de Valentinois, 1480-1515, qu'elle avait bien connue à Châtillon, personne que César Borgia, à son arrivée, avait épousé en 1499, et puis était parti pour ne plus revenir, l'abandonnant, mère d'une fille qui s'appelait Louise, et la pauvre abandonnée et sa fille s'étaient installées à la Motte-Feuilly en 1504. Charlotte, par testament, veuve Borgia d'ailleurs, parce que son mari a eu une vie un petit peu difficile et terminée rapidement, Charlotte demanda par testament à être ensevelie dans la chapelle de l'Annonciade. Ce qui fut fait en mars 1515, mais son cœur est resté à la Motte-Feuilly. Mais il est donc visible que l'Annonciade a été aussi un lien entre ces deux princesses mariées un peu rudement et abandonnées par leurs époux. La duchesse a aussi accueilli la future reine de Hongrie à Mehun-sur-Yèvre, dans Château Royal. On s'est déplacé jusqu'à Mehun. La future reine de Hongrie, Anne de Foix-Candale, qui avait été élevée en partie à la cour de Louis XII, et d'Anne de Bretagne, qui était sa cousine. Elle allait épouser Władysław IV de Bohême, afin de lui donner, elle aussi, des héritiers. Ce qu'elle a fait. C'est la descendance des Jagellons. Donc il y a, encore même lorsqu'elle est chez les Annonciades, elle a ses rencontres au très haut niveau. Dans son entourage plus étroit, Françoise de Maillet a épousé Pierre, qui avait épousé Pierre de Beaujeu et qui était veuve, s'est remariée avec Monsieur d'Aumont. Et ce d'Aumont fut le factotum de la duchesse. C'est lui qui a été un exécuteur testamentaire. C'est lui qui a compté tous les deniers des terres qu'elle a pu acheter, et en particulier au nord-ouest de Bourges, la terre de Mazières, dont les travaux paysans nourrissaient la fondation des Annonciades. C'est le village de Mazières qui est au nord-ouest de Bourges. Ainsi, Jeanne de France ne déroge en rien de son rang, largement digne de l'action de sa sœur pendant les 6 années de son principat berrichon. C'est tout à son honneur, digne des fleurs de lys, jusque dans la décision d'agrandir son palais. Mais Jeanne se sentit mourir. Elle avait des malaises cardiaques. Le 10 janvier 1505, elle a dicté son testament. Je donne donc mon âme à Dieu et à la Vierge Marie. Ma sépulture je les lis, en mon église de ma religion de la Vierge Marie, que j'ai fondée en la ville de Bourges.
le 22 janvier, après une soirée au couvent un peu tendue, au cours de laquelle elle défendit la mère Ancelle, donc qui n'avait pas eu à donner son avis aux deux servants pour le sermon de jour, elle s'est mise en colère. Elle parla à chaque religieuse, elle se s'est peut-être sentie faiblir, et fit murer sur le champ la porte de communication entre l'enclos des religieuses et le palais ducal. Elle ne passerait plus par là. Alors, on se pose des questions aussi sur la véracité de la colère, non, mais de la décision de murer tout de suite. Elle confia, avec des conseils, ses instructions à Gabriel Maria, à Gilbert Gabriel, qui deviendra plus tard Gabriel Maria. En gros, ne pas se mêler des choses de ce monde, mais pour lui-même, comme les bénéfices, les nominations, ne pas briguer des promotions, ne pas intervenir pour les mariages, ne pas se préoccuper des choses séculières. Donc, nous étions le 10 janvier, elle ne serait pas retournée à l'Annonciade, elle mourut le mardi 4 février au soir. Les obsèques furent royales. On raconta que la chaleur des cierges qui brûlèrent 3 jours et nuits de suite dans la chapelle de Bourges, la chapelle du duc Jean, qui n'existe plus, mais qui était une des merveilles de l'Europe du XVe siècle. Les plombs fondirent. Bon. Durant le temps que son corps fut déposé. Le mari de sa nièce, Suzanne de Bourbon, donc le mari de sa nièce, Charles de Bourbon-Montpensier, futur connétable de France, qui fut un connétable dont nous savons que ça s'est très mal passé, le mari de sa nièce mena le deuil. Le masque mortuaire, donc, subsiste encore, et elle était son mannequin, parce que c'était un mannequin, portait l'habit religieux. Le portait-elle dans le cercueil? On ne le sait pas. Mais l'effigie, qui était quelque chose de tout à fait courant depuis le début du XIVe siècle à travers toute l'Europe. Mais en France, on n'a pas conservé avant elle ces effigies. Lors du transport vers la chapelle des Sœurs, le 21 février, les cordons du dais furent confiés à Jacques de Beaujeu, frère de François de Beaujeu, à Jean d'Aumont, le second mari de sa protectrice, comment je perds son nom, d'Amboise, non, de Beaujeu, à Jean Beaumont, l'épouse de Madame de Beaujeu, à Jean de Culan et au corps de ville. Un cercueil de porphyre qui faisait l'admiration des visiteurs fut posé dans la chapelle et son cercueil fut descendu sous le chœur de l'église des Annonciades. Une statue en marbre fut ensuite posée, sans doute quelques semaines plus tard, sur ce cénotaphe. 2 archevêques, le primat des Gaules, l'archevêque de Lyon, et le primat d'Aquitaine, l'archevêque de Bourges, le fils de Louis XII, étaient présents. On écrit, parce qu'on l'aurait dit, que le 2 mars, quand le roi vint prendre possession du duché de Berry, il se rendit secrètement au-dessus de la tombe. C'est la fin de la duchesse. Ce tombeau, rappelons-le, fut profané en mai 1562 par les bandes protestantes.
le couvent fut mis à sac. Les objets et statues fracassés, y compris la statue évidemment de la Vierge, qui se trouvait au centre de l'entrée, dans la niche, alors que les initiales des 10 vertus sont restées. Le corps de la princesse Jeanne de France et des autres, d'ailleurs, tombeaux qui étaient dans la chapelle. Mais le corps de la princesse Jeanne, lui-même, fut brûlé jusqu'à la moindre cendre, évidemment dispersé au vent, devant l'église de Monterre-Moyen, qui était tout à fait à côté. Cette princesse a donc eu finalement une vie tragique, une mort sainte, même si on enlève tout l'excès religieux de la vocabulaire jusque dans les années 2000, parce que les livres qui sont sortis en 2002, certains auraient pu être écrits en plein 19e siècle, au moment de la canonisation, cette vie est tout à fait représentative de l'époque. Et en fait, elle a, ce qui est beau, c'est qu'elle a une postérité finalement. Alors en rouge, vous avez ce sont les fondations du XVIe siècle. Donc vous voyez en blanc, c'est en rouge les fondations du XVIe siècle, Bourges, à côté de Paris, etc. Et dans l'est, vers la Lorraine, dans la vallée en Aquitaine et en Flandre, au XVIIe siècle, autour de ces fondations, accueillant les filles, évidemment souvent de familles aristocratiques, moins princières, mais être dans une fondation princière vous valorise, c'est comme les fontevristes, etc. Bon, et avec les problèmes qu'ont eu tous les monastères de femmes à toutes les époques, et les monastères d'hommes aussi d'ailleurs. Et en blanc, les monastères actuels. Il y en a encore il y en a encore 4 ou 5, 6 je crois, dans la région, une dans la vallée de la Garonne, une à Saint-Doulchard, près d'Orléans, près de Bourges, une à Thiais, dans la banlieue parisienne, qui est le grand monastère où elles sont 25-30 encore à l'heure actuelle. À Bourges, elles sont une petite dizaine, pas jeunes. Il y en a encore une en Belgique. Une en Italie. Alors, des monastères subsistent. Le bout que vous voyez là de cloître, et ce sont les Annonciades de Toulouse, non, de Bordeaux, juste pas de bêtises, qui est le siège de la DRAC, la direction des affaires culturelles, devenue le DRAC des affaires culturelles de Bordeaux. Une postérité donc religieuse, certaine, mais bon, la princesse elle-même, même à Bourges, est largement, il faut quand même l'avouer, oubliée. Moins maintenant, je dirais, que les armées ont quitté ce bâtiment militaire qui était leur chapelle, leur chapelle des militaires, où il y avait les funérailles de ceux qui étaient morts, au combat ou ailleurs, toutes les cérémonies. Et puis vous savez que quand même un certain nombre de militaires ont des traditions catholiques solides. Bon, alors les militaires l'ont abandonné, on a gentiment poussé les militaires dehors. C'est un monument d'État que l'on peut désormais visiter.
Alors, je ne sais pas ce que racontent les guides. Ayant formé des guides, je dis qu'il y a de bonnes guides. Voyant parfois ce qui se fait, je me dis parfois qu'il y a des choses à revoir sur la façon dont on visite. Mais il existe encore à Bourges la chapelle. Et on peut d'ailleurs, et à l'anniversaire du décès de la duchesse, il y a un service religieux. Le lieu est encore consacré. De toute façon, on peut toujours encore apporter de quoi faire un service religieux, y compris dans n'importe... Enfin, je dirais, oserais-je dire, dans n'importe quel endroit à peu près convenable. Les avatars des filles de rois et des princesses de l'époque étaient en même temps résignés. Oui, résignés, mais une résignée énergique. Enfin, c'est pas une résignation... c'est pas une résignation de Sainte-Madeleine, enfin, que l'on prêtait à Marie-Madeleine. C'est pas aller s'enfermer dans une grotte et puis partir comme ça. Bon, pas du tout. Hein. C'est une résignation énergique, c'est une résignation de princesse élevée dans un milieu princier et où tous les jours se présentaient en fait surtout dans cette cour, ce milieu où il y a des tensions familiales mais atroces. Alors c'est vrai que parfois on pense à la cour d'Angleterre, honnêtement. Et puis de ce qu'on a pu avoir aussi pour la cour de Belgique, enfin, d'une autre génération, la cour de Belgique, même les Pays-Bas. Ça a été, bon. Eh bien, on est là dans un vécu d'autrefois qui est de ce type-là. Et elle tient le choc, comme sa sœur. Elles sont les sœurs de leurs frères et les filles de leur père, qui ont dû mener des combats difficiles et qui n'ont pas hésité à tourner casaque, etc. Elle, dans sa foi, elle ne tourne pas, mais elle ne tourne pas casaque. Il y a des moments où je me demande ce qui se serait passé si elle avait été de la génération suivante avec la religion protestante. Parce que lors de la Réforme, on a eu des dames dans des grandes familles à poigne. Des princesses. Néanmoins, je dois dire que parmi les amis qu'elle a eus, les jeunes femmes qu'elle a pu fréquenter et qu'elle a qui ont eu une vie postérieure princière, Anne de Foix-Candale, qui était partie épouser sans doute Volens-Nolens, Vladislas IV. Il y a un pays où elle n'a pas voulu rentrer. Elle a fait son entrée en Hongrie, mais son mari était roi de Bohême. Elle n'a pas voulu mettre les pieds en Bohême parce qu'il y avait des hussites. Mon mari est plus à même que moi de savoir ce que sont les hussites puisqu'il est spécialiste de l'Europe centrale. C'est une réforme religieuse qui a été prônée au début du XVe siècle par Jean Hus, qui était une religion beaucoup plus intérieure que cette religion de faste extraordinaire de l'empereur Charles IV de Bohême et de ses descendants, et qui était une religion c'est vrai, pré-réformée. Et Jean Hus a été traîné devant le concile de Bâle, et il a été Constance, pardon. Devant le concile de Constance, et il a été brûlé vif. D'où? Alors oui, il avait un sauf-conduit, il avait tout ce qu'il fallait pour ne pas être brûlé. Il a été brûlé. Et du coup, il y a eu une révolte en Bohême qui a porté à la tête des princes et qui ont vraiment mené un combat terrible
et mis à leur tête un roi, un autre roi, on va créer une autre dynastie princière, dynastie royale. Donc, il y avait encore des Hussites, oui, et elle n'a pas, Madame de Foix-Candale a refusé de mettre les pieds là où il y avait, dans un royaume où on tolérait les Hussites. Enfin, on était bien obligés de les tolérer, ils étaient là. Et c'était pas commode non plus, la coexistence était difficile. Donc, c'est vraiment, quand j'ai vu que vous alliez, en fait je me suis un peu imposée, je dois dire, quand j'ai vu que vous alliez célébrer, parler, expliquer montrer ce qu'était Anne de France, dont le rôle est tout à fait extraordinaire et ce qu'elle a laissé à Moulins, elle et son mari, est quand même magnifique, etc. Je me suis dit, oh non, il faut quand même parler de la petite sœur malheureuse